Alors, quand on pense à la Côte d'Ivoire, on a souvent une image en tête, n'est-ce pas? Celle d'une nation moderne, d'une création qui daterait de la colonisation. Et si cette image, même si elle n'est pas fausse, eh bien, si elle masquait une histoire bien plus profonde, bien plus ancienne. Parce que bien avant les frontières actuelles, ce territoire était déjà un creuset, une terre où des peuples, des civilisations se sont rencontrés, se sont mélangés et finalement se sont forgés. Voilà, cette citation, elle vient de nos sources, de l'université Félix Houphouët-Boigny, et pour moi, c'est un peu la clé de tout. Elle nous dit que, sous le vernis de l'État moderne, il y a autre chose. Il y a des couches d'histoire bien plus anciennes. Et c'est cette histoire-là qu'on va aller déterrer ensemble. C'est exactement la question qu'on va se poser. On va essayer de remonter le temps, bien avant 1893, pour plonger au cœur des différentes strates de peuplement qui ont façonné, couche après couche, cette partie du monde. Alors, au programme, d'abord, on va partir à la recherche des toutes premières traces de présence humaine. Ensuite, on va se pencher sur les mythes fondateurs, voir ce qu'ils nous racontent. Et enfin, on suivra les deux immenses vagues de migration qui vont tout changer. C'est parti. Première étape donc. Il faut bien se mettre en tête qu'avant de s'appeler Côte d'Ivoire, cet espace n'était pas vide du tout. Au contraire, c'était un carrefour, une scène vivante, où une histoire humaine incroyablement riche s'est déroulée pendant des milliers d'années. Bon, pour commencer notre enquête, on va faire comme des détectives. On cherche les preuves les plus tangibles, celles qu'on peut littéralement toucher, les vestiges archéologiques. C'est notre toute première porte d'entrée pour remonter le temps. Et là, il y a un point qui est absolument fondamental. Pour l'histoire de l'Afrique, et surtout pour tout ce qui se passe avant le XVe siècle, l'archéologie, ce n'est pas juste un petit plus, un complément. Non, non. C'est souvent la seule et unique source qu'on a pour reconstituer le puzzle. Et ce qui est juste vertigineux ici, c'est l'échelle de temps. On ne parle pas de quelques siècles, attention, on parle de millions d'années de présence humaine. Depuis le paléolithique, l'âge de la pierre taillée, jusqu'au néolithique, avec ces fameuses haches polies qu'on retrouve un peu partout sur le territoire. Mais c'est là qu'on touche aux limites de l'exercice. L'archéologie, elle nous donne l'objet, mais l'objet, lui, il reste muet. Une hache polie, elle ne nous dit pas le nom de son artisan, ni la langue qu'il parlait, ni ce en quoi il croyait. Du coup, pour percer ce mystère de l'identité, il faut changer de méthode. Il faut se tourner vers une autre source, la mémoire. On quitte donc les objets pour les récits. Et attention, les traditions orales, ce ne sont pas juste de jolies histoires pour s'endormir, ce sont de véritables archives vivantes, une porte d'entrée sur la manière dont un peuple se perçoit et raconte ses propres origines. Bien sûr, à première vue, ces récits peuvent paraître un peu fantastiques, mais les historiens nous disent de ne surtout pas nous arrêter à ça. Parce que derrière le merveilleux, il y a une vérité historique très forte sur l'identité d'un peuple, sur son ancienneté et sur sa légitimité à être sur un territoire. Écoutez un peu la poésie de ces histoires. Chez les Krobou, on dit que les ancêtres sont descendus du ciel grâce à une chaîne. Chez les Éotilais, qui sont les plus anciens habitants de la région des lagunes, la tradition dit qu'ils sont sortis des eaux. Ce ne sont pas juste des mythes, ce sont des actes de naissance qui lient un peuple à sa terre pour toujours. Donc, ce qu'il faut bien visualiser, c'est que ce socle de premier peuple n'était pas juste cantonné à un petit coin. Que ce soit les Krobou, les Éotilés ou les ancêtres des Sénoufos et des Touras, ils formaient une véritable mosaïque humaine sur l'ensemble du territoire. Ça, c'était la situation de départ, avant les grands bouleversements. Et justement, ces grands bouleversements, les voilà qui arrivent. On entre maintenant dans l'ère des grandes migrations. La première grande vague, elle déferle du nord à partir du XIIIe siècle, depuis le puissant empire du Mali. Et elle va littéralement redessiner la carte de la région. Alors la question c'est, pourquoi partir ? En histoire, ce n'est jamais une seule raison qui pousse des peuples entiers à bouger. C'est un vrai cocktail de facteurs. On a un empire du Mali qui commence à perdre de sa superbe, des crises de succession qui créent le chaos, et surtout un besoin économique vital, trouver de l'or et des noix de cola dans les forêts du Sud. Et pour bien comprendre cette pression économique, il faut parler d'un événement assez dingue, le pèlerinage de l'empereur Kankou Moussa. Sa démonstration de richesse à la Mecque a été si extravagante, si colossale, qu'il a tout simplement vidé les coffres de l'Empire. Résultat, la recherche d'or au sud n'est plus une simple option, c'est une question de survie économique. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette migration mandée s'est faite en 2 temps. C'est un peu comme une pièce en 2 actes. Acte 1, les marchands, les pionniers qui ouvrent les routes du commerce pour l'or et la cola. Et puis, acte 2, les guerriers et les princes suivent ces mêmes routes, mais cette fois pour conquérir des terres et fonder de nouveaux royaumes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, bien sûr. Pendant que les Mandés arrivent par le nord, une autre onde de choc, un autre grand mouvement se prépare. Cette fois, ça vient de l'Est, de l'actuel Ghana. C'est la grande vague des peuples Akans, la deuxième couche fondamentale qui vient s'ajouter à notre mosaïque.
Et là encore, on retrouve un peu le même schéma, des raisons très puissantes qui poussent à l'exil. Il y a l'ombre de la traite négrière qui grandit et qui déstabilise tout, des guerres permanentes entre les puissants royaumes Ashanti et Demkira, des crises de succession sanglantes, tout ça force des groupes entiers à fuir vers l'ouest à la recherche de paix et de nouvelles terres. D'ailleurs, cette migration a son héroïne, une figure de proue absolument mythique, la reine à Blapoukou. C'est elle qui va guider son peuple, les Baoulés, dans cet exode vers l'ouest. Son épopée, c'est l'un des récits fondateurs les plus forts de la Côte d'Ivoire. Elle incarne vraiment ce courage et cette détermination des grands mouvements de peuple. Donc, si on devait résumer toute cette histoire en une seule image, ce serait vraiment celle-là, une construction par strates. L'histoire de ce territoire avant la colonisation, ce n'est pas celle d'un bloc uniforme, non. C'est une base, un socle de peuples premiers, sur lequel sont venus s'ajouter et se mélanger de puissantes vagues humaines, venues du nord puis de l'est. C'est de ce formidable brassage qu'est née l'incroyable richesse culturelle de la région. Et on termine avec cette question qui nous ramène directement à notre présent. Finalement, savoir que ce territoire a toujours été un carrefour, une terre de migration, de mélange, est-ce que ce n'est pas une clé essentielle pour comprendre les richesses, mais aussi les dynamiques et parfois les défis de la Côte d'Ivoire contemporaine? Une histoire ancienne, mais qui en réalité n'a jamais vraiment cessé de s'écrire.